Bonjour, c'est Floriane, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Bise. Aujourd'hui, je te propose un format un peu différent dans le cadre du podcaston auquel je suis ravie de participer. Pendant une semaine, plus de 300 hôtes de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur une association pour faire découvrir ses actions et les soutenir. Une merveilleuse opération caritative donc, et le choix de l'asso s'est révélé être une évidence pour moi. Aujourd'hui, j'ai donc le privilège de participer à mon échelle en mettant en lumière Enfance et Vie. Cette association des Hauts-de-France, créée il y a plus de 40 ans, réalise de nombreuses missions à travers le monde et se dédie à l'enfance via 4 types d'actions. Du parrainage d'enfants, bien sûr, des expéditions de colis de première nécessité, mais aussi des chantiers humanitaires, tels que des constructions d'écoles, des aménagements divers, des barrages pour accéder à l'eau potable, etc. Enfin, Enfance et Vie organise des opérations cardiaques en France, rendues possibles grâce à son réseau de familles d'accueil. En 2022, l'association a passé la barre des 200 enfants opérés grâce à un partenariat avec le CHU de Lille et Aviation sans frontières. Ezer, Mona, Adjar, Zaineb, Stéphane font partie des enfants d'Afrique sauvés grâce au soutien des donateurs et des familles qui les accueillent quelques semaines chez eux en France. À mon micro, je reçois Fabienne, coordinatrice d'Enfance et Vie, et Fanny, famille d'accueil du petit Josué, qui était au bloc opératoire au moment de cet enregistrement et à qui nous avons envoyé un max de force et de courage. Pas de suspense, Josué va bien et se remet doucement de cette étape qui lui permettra de retrouver la vie normale d'un enfant de 4 ans du Burundi. Bien évidemment, nous allons revenir sur les enjeux d'Enfance et Vie, mais nous allons également échanger longuement avec Fanny et Fabienne pour comprendre ce que sous-entend ce statut de famille d'accueil pour l'association. Alors à quoi ça ressemble l'arrivée d'un enfant de 4 ans sous son toit qui ne nous connaît pas, qui ne parle pas la même langue et pour qui prendre une douche est un moment de joie intense? Comment les enfants de Fanny, habitués au confort traditionnel des petits Français, accueillent ce petit être qui va se faire opérer à cœur ouvert? Et enfin, comment la vie quotidienne peut-elle s'organiser lors de cette parenthèse, aux côtés d'un enfant atteint d'une maladie cardiaque, alors que nous avons notre train-train quotidien à gérer, le boulot, la famille, les potes, la vie? Je vous promets un moment rempli d'émotions et de courage, de tendres souvenirs, mais aussi d'étapes compliquées, et je compte sur vous pour donner toute la visibilité que mérite Enfance et Vie, à travers vos partages, vos dons si cela est possible pour vous, et pourquoi pas votre ralliement au merveilleux gang de familles d'accueil de l'association. Dans tous les cas, vous pouvez retrouver tous les liens utiles dans la description de cet épisode. Je laisse la parole à Fabienne et Fanny. Mille merci mesdames, et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Fabienne, bonjour Fanny, comment allez-vous ? Bonjour Floriane. Bonjour, ça va très bien et vous ? Ça va, merci beaucoup de m'accorder du temps. Je pense que j'ai cru comprendre que vous avez aussi de sacrés plannings de ministre. Je suis très touchée que vous nous accordiez du temps pour nous parler d'Enfance et Vie et de toutes les belles actions que l'association met en place au quotidien. Est-ce qu'on pourrait commencer d'abord par une petite présentation ? Fabienne, Fanny, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous ? Donc moi je suis Fabienne, j'ai 43 ans, j'ai 3 enfants de bientôt 18 ans, 15 ans et 2 ans et demi. J'ai été famille d'accueil pour Enfance et Vie l'année dernière, d'avril à juillet, et j'ai rejoint l'association en octobre, donc ça fait maintenant un petit 6 mois que je suis coordinatrice des hospitalisations cardiaques. Et à côté de ça, je suis créatrice d'entreprise. Ok, merci beaucoup. Fanny, tu nous en dis plus ? Même si on se connaît un petit peu. Oui, ça marche. Donc moi je suis Fanny, j'ai 33 ans, j'ai 3 enfants hors taxe, 5 TTC, on avait 2 offerts du coup avec le mari, et un chien, 3 chats parce qu'on aime bien ne pas s'ennuyer, et en ce moment on accueille à la maison Josué, c'est un petit garçon qui a 4 ans, qui vient du Burundi, il est venu se faire opérer du cœur et d'ailleurs c'est aujourd'hui son opération. Donc voilà, il est arrivé il y a 2 semaines et on a encore quelques belles semaines à venir avec lui avant qu'il rentre avec son cœur tout neuf, tout réparé chez lui, du coup au Burundi. Ok, merci beaucoup. On reviendra sur ton rôle prépondérant en tant que famille d'accueil pour toi, ton mari et tes enfants. On a une pensée très forte et émue pour Alors, rappelle-moi, on ne dit pas Josué, on dit... Josué. Josué, ouais. Qui est effectivement... Ou Jojo pour les intimes. Eh ben écoute, on va peut-être dire Jojo comme ça, pour il n'y les aura pas de souci, puis ça crée un lien un peu plus intime avec ce petit loup. Voilà, on a une pensée très émue pour lui parce qu'effectivement, il est en train de se faire opérer actuellement. Donc, pensée pour toi.
Alors, peut-être qu'on pourrait commencer par une présentation d'Enfants Séville, l'association que j'ai voulu mettre en lumière aujourd'hui à travers le podcaston. Fabienne, toi qui es membre actif, bénévole, etc., est-ce que tu peux nous parler de l'histoire d'Enfants Séville, de ses missions et de son fonctionnement, parce que Enfants Séville a de nombreuses missions et de différents types. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Donc oui, avec grand plaisir, je peux te présenter l'association Enfants Séville. Donc Enfants Séville, c'est une association du Nord qui a été créée en 1979 et qui a deux grands types de missions. La première, qui est celle la plus historique, c'est celle de réaliser des actions à l'étranger, donc toujours pour les enfants. Moi, je dis souvent, c'est un mini UNICEF. Donc on parraine des enfants, on soutient des écoles, on fait des actions humanitaires. Par exemple, en ce moment, on crée un barrage à Madagascar pour apporter de l'eau potable aux enfants. Donc ça, c'est la première mission de l'association. Et puis la deuxième mission, c'est celle de faire venir des enfants d'Afrique pour leur donner une deuxième vie grâce à des opérations cardiaques. Donc on n'opère que des malformations cardiaques qu'on fait en partenariat avec le CHU de Lille. Donc ça fait depuis 1986 qu'on fait venir les enfants en France et on a opéré environ 220 enfants depuis cette date. Magnifique. Si je comprends bien, du coup, il y a une double mission, une mission autour des chantiers humanitaires, peut-être pour apporter plus de confort dans les écoles, les choses comme ça. Est-ce que tu as des exemples à nous donner ? Et l'autre mission, c'est toute la partie chirurgie cardiaque, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Donc vraiment sur la partie chirurgie cardiaque, je pourrais détailler ensuite, mais vraiment, on fait venir des enfants qui n'ont pas la possibilité de se faire opérer dans leur pays parce qu'il n'y a pas les médecins formés comme les nôtres le sont. Donc voilà, et puis ils n'ont pas non plus les blocs opératoires comme nous, on peut les avoir en France. Et des exemples d'opérations que je peux te donner. Là, ils ont créé des toilettes pour un orphelinat. Ils donnent des repas, donc on subventionne des repas pour les enfants. On a eu aussi donc le fameux barrage là qui est en train d'être construit donc par une équipe. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans les pays. Et donc, tu disais Afrique, Asie ? Alors oui, sur l'aide à l'international, on a Haïti, on a Madagascar. Après, on a aussi des choses en Asie. Ça dépend des besoins, donc ça change un petit peu en fonction des années. Il y a aussi au Burundi où on fait des choses dans le pays. Ok. Et aujourd'hui, j'ai voulu aussi échanger avec Fanny. Fanny, tu es famille d'accueil et tu accueilles justement en ce moment Jojo depuis quelques jours, tout juste. Tu l'as laissé à l'entrée du bloc tout à l'heure. On se dit que tu dois être dans un état émotionnel assez élevé aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le concept de famille d'accueil ? Oui, bien sûr. Eh bien, du coup, comme l'enfant vient tout seul sur l'île pour se faire opérer, en gros, on est là pour être ses soutiens, ses repères. Et voilà, il prend part à la vie quotidienne comme nos autres enfants. Et l'idée, c'est de pouvoir l'accompagner du coup à ses bilans, à ses examens, à ses rendez-vous médicaux. Et puis surtout de l'entourer du soutien et du réconfort dont il a besoin, parce que je le rappelle, Josué, lui, il a tout juste 4 ans, donc il y a différents profils d'enfants, mais là, Josué a 4 ans, donc il est encore tout petit, c'est encore tout jeune, donc voilà, nous on est là pour lui donner l'amour dont il a besoin et pouvoir bénéficier de moments avec lui et puis être un cocon, un point de repère. Et puis voilà, je pense que le voyage déjà en lui-même est une découverte parce que du coup, il vient du Burundi, il vient d'un petit village où il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Il arrive du coup chez nous en France où tout est sujet à être une découverte et c'est déjà hyper déstabilisant. Donc il a vraiment besoin d'avoir un cocon, des personnes auxquelles se raccrocher si je puis dire, et d'être entouré de bienveillance et d'amour le temps de son séjour. Ok.
Qu'est-ce qui fait qu'on décide de devenir famille d'accueil ? Pourquoi ça vous a particulièrement touché ? Parce qu'on va parler à peu près par la suite du fonctionnement de famille d'accueil et on va se rendre compte à quel point c'est un investissement humain très fort. Mais comment ça se passe, un déclic comme ça, où tu te dis, ok, je vais accueillir un petit garçon qui probablement ne parle pas français, qui va être bouleversé pour le reste de sa vie par rapport à l'expérience qu'il va vivre, son opération, la découverte d'un pays dans lequel on ne fonctionne pas de la même manière par rapport à son propre pays. Fanny, tu parlais d'électricité par exemple au Burundi, etc., qu'il n'y a pas là-bas et que nous, on a la chance d'avoir ici. Quel a été votre déclic pour vous dire, ok, on se lance dans l'aventure ? On a un peu la même histoire d'ailleurs avec Fanny. Moi, j'ai découvert Enfance et Vie sur les réseaux sociaux par une influenceuse du Nord qui avait partagé le post de sa maman qui recevait un bébé en tant que famille d'accueil. Et j'ai vu ça et je pense qu'en fait, il n'y a pas eu de question. Je me suis dit, go, si je peux aider un enfant, allons-y. J'en ai parlé à mon mari quelques heures plus tard. Et il m'a dit, tu m'étonneras toujours, mais vas-y, on fonce. Vas-y, on fonce. Et voilà, on a rencontré l'asso, donc mes 2 collègues maintenant, Catherine et Marie-Pierre, quelques semaines plus tard. Et puis, on a accueilli Ezer à peu près 6 mois plus tard. En sachant que pour la petite subtilité, ton petit dernier avait 18 mois, il me semble. Oui, c'est ça. Donc, j'ai accueilli Ezer qui avait 5 mois et demi. Quand Laurette en avait 18 mois, un petit 18 mois. Et je pense que le Covid, quand même, nous a vachement bouleversés. On a envie de beaucoup plus de sens. Voilà, et ça en fait partie de pouvoir aider des enfants. Alors, je le dis peut-être maintenant, mais je le pensais déjà à l'époque. Mais on a une telle chance en France d'avoir des hôpitaux, d'avoir la sécurité sociale, d'avoir tout ce qu'on a à disposition pour se soigner quand on est malade. Alors que quand on voit que dans un pays comme le Burundi, il y a 12 cardiologues pour, je crois, 12 millions d'habitants, on a une telle chance et si on peut en faire profiter des enfants d'ailleurs, c'est hyper chouette. Et nous, en tant que famille d'accueil, on est un maillon de la chaîne, mais franchement, c'est une très belle chaîne de solidarité qui se met autour de ces enfants. Ouais, ok, c'est beau, c'est très beau. Et toi, Fanny ? Alors moi déjà, je travaille dans le milieu associatif, donc forcément ça me parle. T'es sensible. Ouais, voilà. Et puis après, les enfants, c'est un sujet qui me touche, qui m'a toujours touchée, encore plus peut-être depuis que maintenant je suis maman, pardon. Et en fait, je pars toujours du principe que, enfin, je me demande ce que j'aimerais qu'on fasse pour mes enfants. Voilà. Et là, effectivement, comme le disait Fabienne, on a beaucoup de chance en France de pouvoir accéder à des soins. C'est pas le cas partout. Et voilà. Et je me suis dit, moi, si j'étais à la place de cette famille, qu'est-ce que j'aimerais pour mes enfants? Et voilà. Et c'est vrai que ça a été d'abord via les réseaux une approche personnelle, si je puis dire. Et puis mon mari avait quelques réserves, notamment sur le côté attachement de l'enfant et la difficulté à se séparer de l'enfant accueilli à terme, parce qu'il me connaît justement, il me connaît un peu trop bien. Et donc voilà, je lui en ai parlé. Les premiers échanges avec l'asso étaient l'année dernière, je crois. J'en avais pas spécialement parlé parce que c'était pas forcément le moment pour nous de le faire. Et puis là, c'était le bon timing. Les planètes étaient alignées pour ça. J'ai retoqué mon mari. De toute façon, il le sait, quand j'ai une idée, je ne lâche pas. Donc il m'a dit, mais toujours à tes fins. C'est ça. Il m'a dit, mais moi j'ai des questions. J'ai envoyé un message à l'association sur Instagram. Quelques minutes plus tard, Fabienne me répondait en me disant, si vous voulez, on s'appelle. Il était 22h45. Oui, il était hyper tard, mais quand t'es motivé. L'heure ne compte pas. Donc je lui dis, maintenant, demain. Elle me dit, maintenant, si c'est ok pour vous. Allez, c'était parti. On a échangé 1 heure au téléphone. Mathieu, à chaud, pas. Je me suis dit, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Il faut pas laisser le soufflet retomber. Là, il était, voilà. Il s'était bien évidemment lui-même renseigné sur Internet un peu avant, mais il avait des questions. Et Fabienne a répondu du coup à toutes les interrogations de Mathieu. Et puis à la fin, quand elle a dit, vous me tiendrez au courant.
On lui a même pas dit vous me tiendrez au courant. On lui a dit mais non, mais nous c'est ok. Enfin, il y a même pas besoin de se concerter. C'était ok pour nous. Ton mari, il a pas eu besoin de réfléchir davantage. En fait, à partir du moment où il a pu être rassuré sur les points d'interrogation qu'il avait, notamment vis-à-vis du suivi et de l'accompagnement de Enfance et Vie sur le suivi, les rendez-vous médicaux, etc. C'était ok pour lui. Et du coup, à la fin de la conversation téléphonique, on a dit à Fabienne, mais il y a pas besoin de voilà. Nous on est ok. Et puis du coup, Fabienne, on a rencontré Fabienne quelques jours plus tard. Et puis c'est vrai que ça 2 heures. Non. Elle est venue en plein milieu de la nuit. Elle habite pas loin. Elle est venue en plein milieu de la nuit. Non, mais elle est venue quelques jours plus tard. Il y a quand même un petit temps où on peut, voilà, il y a quand même un engagement, donc faut pas non plus prendre la décision à la légère. C'est quand même une responsabilité d'accueillir un enfant, mais nous c'était plutôt, voilà, on était ok. Moi dans ma tête ça faisait un moment que j'en avais envie et que Mathieu lui du coup a été séduit ensuite et voilà, ça s'est fait comme ça, mais on a été super bien accompagnés et voilà. Et pour moi du coup, pour répondre à ta question initiale, parce que je me suis perdue un peu dans mes explications, c'est simplement qu'effectivement on a de la chance, voilà, on est en bonne santé, on a un toit sur la tête, on va bien, et on a aussi envie de montrer à nos enfants du coup, qui sont encore jeunes mais qui ont l'âge de se rendre compte des choses, on a envie qu'ils soient habitués à penser aux autres, à voir qu'il existe autre chose, et que, voilà, on a envie qu'ils aient ce côté altruiste, si je puis dire, et on trouve que la solidarité, il n'y a pas d'âge pour la solidarité, donc si on peut, voilà, ou plutôt les baigner dans ce côté solidaire, c'est bien. Et finalement c'est une histoire de famille, parce qu'on les a consultés aussi avant de finalement donner notre feu vert à 100%. Et ils ont réagi superbement bien, ils sont tellement adorables. C'est ce que j'allais te demander, ouais. Comment ils ont réagi, parce que Paz, elle a quel âge aujourd'hui ? Paz, elle a 4 ans. Elle a 4 ans, Arsène a 6 ans, Mila va avoir 8 ans la semaine prochaine, et puis il y a Oscar du coup qui a 13 ans et Colin qui en a 16. Il y a du monde. Et non, en fait, on n'avait pas trop de doutes sur la façon dont ils allaient réagir en vrai, parce que on connaît un peu nos enfants, ils ont le cœur sur la main aussi, et pour le coup ça n'a pas, voilà, il n'y a pas eu de sujet, ils étaient tous hyper partants. On a mis un compte à rebours pour compter le nombre de dos avant qu'il arrive. Il y a eu l'attente, l'envie de pouvoir découvrir le visage de ce petit garçon qui allait venir vivre chez nous. Alors au début on envoyait des messages à Fabienne, est-ce que t'as des photos, etc. Les enfants étaient impatients, et finalement c'est pas juste Mathieu et moi, c'est toute la famille qui est autour de Josué, et ils ont créé des liens extraordinaires, et voilà, c'est une aventure familiale pour le coup. Donc un projet familial où tout le monde est investi. C'est ça. Fanny, tu parlais de la réaction des enfants. Fabienne, du coup, toi aussi tu l'as vécu avec les tiens, à l'annonce de ce projet. Comment ils ont réagi quand ils ont vu cet enfant arriver dans leur cadre, enfin au moins même le jour J, au moment où il passe la porte de votre maison? Comment ils ont réagi? Est-ce qu'il y a de la timidité? Est-ce qu'il y a de l'excitation? Est-ce que tout de suite tout a été très fluide? Et j'aimerais aussi savoir comment ont réagi les 2 enfants que vous avez accueillis au moment où ils rentrent dans leur maison et qu'ils découvrent leur, disons, demi-frère temporaire ou frères et sœurs temporaires. Alors pour nous, il était très attendu. On les avait fait garder du coup la veille par des copains, parce que il fallait être à 6h initialement à l'aéroport de Bruxelles. Donc ça nous est parti un petit peu tôt. On les avait fait garder, donc déjà il y avait ils étaient surexcités la veille. Par chance, c'est pas nous qui les avions à gérer. mais voilà, en fait, ouais, c'est ça. Josué était fatigué de son voyage, donc voilà. Et puis beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles informations, découvrir cette maison, tout ce confort entre guillemets. Pour lui, c'est luxueux, quoi. Hein. Faut le rappeler, tout est une découverte, la lumière, l'eau qui sort du lavabo, enfin il y a tout, du robinet, enfin tout est sujet à découvrir. Donc t'imagines, entre le voyage, le temps du voyage, toutes ces informations, la fatigue que ça peut engendrer. Donc il était toujours là. Je me dis je vais les chercher à l'école. Les enfants trépignent d'impatience, ils sautillent. J'ai même une vidéo de Paz devant la porte qui sautille, elle en peut plus. Et là on ouvre la porte
et on découvre un Jojo qui dort dans le canapé, qui dort tranquille sur le canapé. Il s'était assoupi le temps que j'aille les chercher à l'école. Donc du coup, un petit peu frustrée parce qu'ils auraient aimé pouvoir interagir du coup tout de suite avec lui, mais c'était trop mignon parce que il dormait du coup sur le canapé et tout de suite ils sont tous allés le voir, Paz à lui caresser la joue, Arsène il lui tenait la main, c'était vraiment trop mignon. Donc voilà, c'était adorable et du coup le Jojo il est parti de 16h à 7h du matin. On l'a pas Il avait vu. besoin de se remettre de ses émotions. Ah ouais, il était KO. Du coup, la vraie rencontre a eu lieu le lendemain au retour de l'école. Et pour le coup, c'était comme si il avait été toujours là, en fait. En fait, à cet âge-là, c'est l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de barrière. C'est un enfant, même s'il parle pas français. Voilà, il y a eu tout de suite une connexion. Et puis, ils étaient tout de suite morts de rire parce que Josué faisait le petit pitre, il faisait des blagues. Ah oui, donc voilà, hyper à l'aise dès le début. Ah, lui, il essayait de leur piquer leur goûter, il rigolait tous les quatre comme des patates. Et c'était vraiment chouette de les voir. On s'est dit, ça va être le début d'une belle histoire entre eux parce que voilà, tout de suite ça s'est fait naturellement pour les nôtres. Après l'ado ça reste un ado donc voilà. Bien sûr. Et puis celui de 13 ans. Ils sont égaux à eux-mêmes de toute façon. L'ado le pré-ado de 13 ans, il est arrivé quelques jours plus tard vu qu'il est en garde alternée. Ouais. Et c'est pareil, super contente de le découvrir. Elle a fait l'effort de dire quelques mots dans sa langue pour se présenter, tout de suite à vouloir l'aider à s'habiller, l'aider à s'habiller, etc. Donc tout de suite très investi aussi. Donc super chouette. Franchement, de belles réactions et tout de suite une belle complicité entre eux. En tout cas, on sent l'émotion quand tu nous en parles. Ah oui. Moi, c'est tout frais, hein. Larmes aux yeux d'imaginer tes enfants. C'est un moment inoubliable, ces ouais. moments-là. Pour toi, Fabienne, ça a été aussi fluide aussi ? Alors moi, pas tout à fait de la même manière, parce que comme c'était un petit, donc 5 mois et demi, t'as pas la même réaction de l'enfant qui va se mettre dans la tribu, qui va jouer, etc. Moi, j'avais pas mes grands parce qu'ils sont aussi en garde alternée. Okay. À savoir que comme Fanny, mes 2 ados étaient quand même pas hyper motivés à avoir un enfant de plus à la maison. Mais c'est des ados. Voilà. Plutôt interrogatifs sur l'impact sur leur vie. Ouais. Voilà, mais au final, ça s'est quand même bien passé. C'est surtout ma petite de 18 mois qui était donc là quand on a ramené Ezer à la maison et moi j'ai été bluffée. On lui en avait parlé, mais quand même à 18 mois, on ne sait pas trop ce qu'elle a compris de l'accueil. Et elle l'a vu et elle a dit « Abra ». Et à partir de ce moment-là, ça a été une histoire d'amour extraordinaire entre les deux. Ezer, lui, sa première réaction quand il a réouvert les yeux à la maison, parce qu'il a dormi un peu pendant le voyage, après avoir beaucoup pleuré dans la voiture, il était apeuré. Il ouvrait les yeux et tu sentais la peur, c'était fou. Et ça a duré 12 heures, on va dire. Il a fait d'ailleurs cette nuit-là, la seule nuit qu'il a fait pendant les 3 mois quasi où il a été là. Pareil, il a dû récupérer, je pense, comme Jojo, de son voyage. Et voilà, et puis dès le lendemain matin, on a eu des premiers sourires un peu timides. Et puis voilà, et puis ça s'est détendu très très vite. Mais c'est incroyable. Les enfants sont d'une adaptabilité de folie. On le voit, aujourd'hui on a accueilli Naya qui est arrivée, qui a un peu plus de 2 ans. On a déjà les premiers sourires dans sa famille d'accueil, les premières vidéos. Waouh, enfin on se dit super quoi, il faut quand même imaginer qu'il y a moins de 12 heures, ils étaient avec leurs parents. La petite Naya, elle était encore, on a des photos où elle est allaitée par sa maman. Elle prend l'avion avec quelqu'un qu'elle connaît pas. Avec quelqu'un de l'association du coup ? Non, c'est pas l'association, c'est une autre association qui s'appelle Aviation Sans Frontières. Ah d'accord. Qui, par le biais de bénévoles convoyeurs, permet d'assurer le transport entre la ville d'origine et la Belgique ou la France en fonction du trajet le plus simple pour l'enfant. Ok. Et tu touches du doigt un vrai sujet, c'est-à-dire que quand on se projette en tant que famille d'accueil, moi je me projette très facilement et je m'y vois déjà, et tu nous as glissé que
le petit Ezer avait fait une nuit en 3 mois chez toi. C'est vrai que c'est probablement une aventure bouleversante, pleine de bons souvenirs, d'émotions, mais on a aussi le fait que ce sont des enfants, qu'il y a probablement des moments compliqués très régulièrement, que l'enfant ne dort pas forcément aussi bien qu'on l'aimerait, surtout que toi tu as accueilli un nourrisson, donc forcément c'était un enfant qui faisait pas ses nuits. C'est important aussi de le préciser, parce que quand on imagine ce schéma de famille d'accueil, on imagine l'enfant s'intégrer hyper vite dans la famille, qu'il y ait des vraies interactions avec les autres, que tout soit hyper fluide, mais on a aussi des côtés qui peuvent être compliqués à gérer. Est-ce que t'en as eu? Alors Fanny, peut-être que moins pour l'instant parce que c'est tout récent, mais toi, donc t'as eu déjà la partie nuit où l'enfant Ezer dormait pas comme nous, par exemple, et t'as dû aussi gérer avec ton conjoint cette partie-là, par exemple. Oui, surtout que notre fille ne faisait pas ses nuits. Donc on a eu double peine pendant quelques temps. Des jumeaux. Ouais, c'est ça, des jumeaux, mais pas bien coordonnés quand même. Mais bon, Tant qu'à voilà, faire. c'est tout, c'est pas grave. Ce n'est que transitoire, on le savait, donc on a pris sur nous. Ouais. Elle fait toujours pas ses nuits, donc... Vous aviez encore l'endurance, du coup, si ta petite dernière... Ouais, j'avoue. Et donc oui, en fait, ça reste un enfant. Et nous, on dit souvent aux familles d'accueil... En fait, c'est un enfant de plus dans votre famille. Donc voilà, avec tout ce qui va avec, les super moments, les rires, la complicité, l'amour, mais aussi les moments où ils sont moins sages, les moments où ils dorment pas bien, etc. Et la barrière de la langue aussi, vous sentez que c'est compliqué ou alors la communication se fait facilement? Oui et non. Alors oui, parce que quand il est arrivé, effectivement, il ne comprenait pas du tout le français, il ne parlait pas un mot. Donc forcément, alors nous on a la chance parce que Josué pour l'instant, peut-être qu'après l'opération ce sera différent, mais les 2 dernières semaines il dormait bien la nuit, il se réveillait pas. Il y a juste la première nuit justement où il s'est réveillé une fois. Il nous a réclamé quelque chose, on ne comprenait pas, on ne savait pas si c'était maman, si c'était papa, on comprenait pas. Puis il faut savoir que du coup, c'est Kirundi sur Google, c'est pas très référencé, tu vois, pas trop de traducteurs. Par chance, il y a l'association qui te donne un numéro de téléphone, Marina, et à qui tu peux envoyer des petites notes, des petites demandes et qui du coup te traduit. Et puis au final, on s'est rendu compte que il réclamait de l'eau tout simplement. Donc nous on a appris à force à avoir quelques mots comme oui, non, de l'eau, du lait, ça suffit aussi parce que Jojo il aime bien faire des bêtises un peu. Et puis lui finalement c'est une éponge. Tu te rends compte qu'à cet âge-là, ça intègre tout super vite. Donc du coup il comprend hyper bien les trucs du quotidien, genre on va se balader, mets tes chaussures, va chercher ton manteau, on va se brosser les dents, on va à la douche, on va à table, on va manger. Tout ça il le comprend, va te chercher un dessert, tout ça il le comprend hyper bien maintenant, alors que ça fait que 15 jours qu'il est là. Et puis il commence il y a la douche, le chocolat, ça il l'a bien compris, ça il répète beaucoup, dessert, des petits mots, il arrive maintenant à s'exprimer, à dire ce qu'il veut assez aisément. Donc la barrière de la langue, oui et non, parce que du coup il s'est adapté hyper vite. Après plus délicat peut-être dans le lien qu'on aimerait pouvoir avoir par la suite avec Josué quand il retournera chez lui, c'est peut-être là où ça sera plus délicat, mais là au quotidien ça va, on s'en sort. En plus on a fait un imagie. Donc si vraiment il y a un doute, il peut toujours se servir de l'imagier pour mais même avec les enfants en fait t'as l'impression que même s'ils parlent pas la même langue, ils se comprennent et c'est hyper rigolo. Ok. Donc Fanny, Josué il a 4 ans, Fabienne Ezer il avait 5 mois. C'est quoi la tranche d'âge d'accueil? Est-ce qu'il y a un âge minimal et un âge maximum? Alors souvent c'est pas un âge, c'est un poids. Parce qu'on ne peut pas opérer des enfants trop petits, en tout cas au CHU de Lille. Et donc les enfants, ils ont entre 5 mois et 14 ans. Sachant qu'à 14 ans, c'est souvent des enfants qui reviennent pour changer une pile ou pour un complément d'une première opération. On le voit par exemple là, en fait, on a un enfant de 11 ans qui est là en ce moment, qui s'appelle Édouard. Il est venu se faire opérer et c'est très tard en fait de les opérer à cet âge-là. En France, ils sont généralement opérés beaucoup plus vite. Et le fait de les opérer tard, ça a pas mal de répercussions sur leurs organes. En fait, les organes ont été par exemple privés d'oxygène pendant très longtemps. Au moment où on remet l'oxygène,
le corps déraille un peu. Ok. Et donc ça a été le cas d'Édouard. Son pronostic vital a été engagé plusieurs fois pendant 1 mois, non pas à cause de son cœur, mais à cause de ses reins, à cause de ses poumons. Donc on n'arrivait pas à refaire marcher la machine correctement avec un cœur qui fonctionne. Et en termes de durée de séjour à domicile, en sachant qu'on ne sait pas comment va se passer l'opération et le post-op. Alors la durée moyenne, on va dire, c'est 2 mois. Ça peut être 1 mois et demi quand c'est une opération qu'on appelle par cathétérisme, c'est-à-dire un cathétérisme, c'est on passe un petit cathéter par l'artère fémorale et on vient réparer le cœur, donc c'est pas très invasif comparé à une opération à cœur ouvert où là on vient ouvrir le cœur, poser un circuit extracorporel le temps de l'opération, donc c'est beaucoup plus lourd et donc ça nécessite plus d'hospitalisation post-op. D'accord. Et bien évidemment, il y a des surprises. Ezer en a été une, puisque lui aussi, il a eu un problème au poumon. Il a été hospitalisé 5 à 6 semaines au total. Le petit Édouard, 4 semaines et demie. Donc après, ça peut. Mais aujourd'hui, on n'a pas une seule mission de famille d'accueil qui a duré plus de 3 mois. Donc on considère toujours qu'il faut se préparer à être disponible 3 mois. Et quand on dit disponible, c'est à temps complet. Justement, parlons-en. Je suis sûre, parce que j'en fais partie, que les gens qui écoutent cet épisode, qui se projettent peut-être sur cette envie de vous aider et de devenir famille d'accueil, comment ça se passe d'après ce que tu m'as dit, donc d'après ce que tu viens de dire aussi d'ailleurs, c'est que c'est de la 100% disponibilité. Est-ce que tu peux nous donner des exemples, Fanny, aussi peut-être, de comment les familles d'accueil s'organisent pour faire en sorte que être le plus disponible possible pour l'enfant, par rapport au boulot notamment. Il faut une disponibilité à 100% pour l'enfant, comme son propre enfant, puisqu'il n'est pas scolarisé, alors tout au moins au début de sa venue, puisque avant son opération, les enfants sont quand même fragiles, donc on les garde à la maison. Ça peut se faire en télétravail aussi, Moi j'ai télétravaillé et je me suis relayée avec mon mari, bien sûr, pour toute la mission avec Ezer. Mais oui, il faut être disponible à 100% pendant ces 2 mois-là. Il y a un certain nombre de jours à l'hôpital également. On ne peut pas trop le prévoir à l'avance parce que entre ce qui est vu dans le pays et ce qu'on voit à l'arrivée de l'enfant, il peut y avoir des surprises. Et à ce moment-là, il peut y avoir des bilans complémentaires qui sont faits. Édouard a passé quasiment sa première semaine à l'hôpital. Alors, il n'a pas dormi à l'hôpital, mais tous les jours, ils avaient un petit rendez-vous à faire à l'hôpital pour vérifier qu'il était bien opérable. Donc, du jour où on va le chercher à l'aéroport, c'est le bon moment de la rencontre, jusqu'au départ à l'aéroport, c'est comme si c'était son enfant et on s'en occupe à temps complet. De ton expérience, qu'est-ce que les familles d'accueil ont mis en place justement pour s'organiser, notamment je pense aux salariés qui doivent travailler en entreprise? Est-ce qu'ils ont posé des jours de congé? Est-ce que leurs collègues leur ont donné des jours de congé? Parce que ça se fait aussi beaucoup. Est-ce qu'ils ont eu un accompagnement de leur entreprise pour les aider dans cette démarche? Est-ce que tu as des exemples à nous donner comme ça pour notamment les gens qui doivent être en entreprise? Ce que j'entends souvent, c'est des personnes qui ont la capacité d'avoir des horaires flexibles et donc qui vont se relayer mari et femme. C'était aussi mon cas. Par exemple, je travaillais le soir à la place de la journée si j'avais un examen à l'hôpital. Donc j'ai entendu ça. Les congés, bien sûr. Donc là, notamment, on a eu des demandes de famille avant le 31 mai pour solder les congés, de dire est-ce que je garde mes congés jusqu'à la fin pour être famille d'accueil. Et puis le don de congé, alors c'est un bon sujet. Ça fait pas partie des conditions réelles du don de congé, mais il y a des choses qui sont négociables avec les entreprises. La mienne aurait été ok si j'avais démarré les démarches plus tôt, parce que quand même, vu que c'est pas légal, entre guillemets, il faut faire quelques ajustements au niveau de l'entreprise et ils auraient été ok. Donc je pense que c'est toujours intéressant d'aller demander parce que les collègues, ils ont vraiment envie d'aider. Et moi, j'ai eu plein de collègues qui m'ont dit mais attends, on va t'en donner des jours. Surtout, ne travaille pas, profite de ce moment-là, occupe-toi de cet enfant et voilà quoi. Ok. Chères entreprises, si vous passez par là, si vous êtes messieurs, dames à la tête d'une entreprise, on compte sur vous pour essayer de faire bouger les choses là-dessus parce que malheureusement, c'est un vrai sujet. Comment vous êtes organisée, Fanny, avec ton conjoint? Alors, du coup, moi, je bosse à temps plein.
mais je bosse dans le milieu associatif, comme je le disais tout à l'heure. Donc du coup, on a quand même une fibre tous. Hein. Ça parle forcément à mes collègues. Donc je vais moins au bureau en ce moment. Ça veut pas dire que je ne travaille pas, mais je télétravaille. Donc, par exemple, hier, on a fait l'admission de Josué à l'hôpital. Bah, j'avais mon ordinateur. Le petit moment où c'est l'avantage, c'est qu'il joue assez. Enfin, il sait jouer tout seul aussi. Donc du coup, ça me permettait de travailler un peu. J'emmène mon ordinateur avec moi. Sinon, je bosse de la maison. Et puis après, Mathieu, lui, en ce moment, il est en reconversion professionnelle. C'est aussi pour ça que on s'est lancé assez rapidement, parce que là, on savait qu'il avait quelques mois devant lui, le temps de continuer sa reconversion pro. Donc, qu'il était entre guillemets disponible à 100%, même si c'est pas le cas parce qu'il a des formations, des choses comme ça, mais suffisamment pour que lui et moi on puisse se relayer au besoin. Et si il avait été encore sur son poste qui nécessitait des déplacements, j'aurais télétravaillé davantage moi pour pouvoir gérer Josué. Après, nous on a eu un peu plus de chance effectivement, pour le moment en tout cas. Sur les 15 premiers jours d'accueil, on a eu trois journées de rendez-vous. Enfin, une journée complète à l'hôpital pour faire tous les examens, un rendez-vous chez l'anesthésiste et un rendez-vous chez le dentiste. Donc ça n'a pas non plus été trop chronophage sur les rendez-vous des médicaux. Après, chaque enfant a son histoire, je pense, et a son... Enfin voilà, il n'y a pas un profil type, si je puis dire. Mais en tout cas, nous, on a eu plutôt... voilà, pas trop de contraintes en termes de dispo. Après, Josué, il suit notre rythme, en fait. C'est-à-dire que quand on doit aller chercher nos enfants à l'école, Josué, il vient chercher les enfants à l'école avec nous. Il nous suit partout. Et enfin voilà, moi la dernière fois, il est allé au bureau le matin avec moi. Donc il n'y a pas de... Voilà, il est... Même si, effectivement, on va pas le trimballer dans un centre commercial bondé, etc. Ça, c'est... Enfin, voilà, il faut quand même le protéger des microbes, des infections, des virus avant son opération, bien sûr. Mais en attendant, on arrive à composer avec nos contraintes familiales, professionnelles, et qui nous permettent quand même de donner pas mal de temps à Josué, de faire beaucoup de choses avec lui. Et tu le disais, effectivement, à son âge, il est en mesure aussi de s'organiser différemment, de jouer seul quelque temps. Fabienne, tu le disais, Ezer, il avait 5 mois, donc forcément à cet âge-là, ça dort quand même un petit peu en journée. Il y a moyen de s'organiser. On parlait d'âge, je reviens là-dessus. Est-ce que les familles d'accueil sont en mesure de dire qu'ils auraient une préférence pour un bébé ou un enfant par rapport à leur organisation, ou c'est un critère pas négociable, dans le sens où on est famille d'accueil, on fait un don de soi et on est conscient des contraintes aussi qui vont avec. J'allais te dire que nous, justement, étant donné que là, il y avait plusieurs enfants qui devaient arriver quand on a rencontré Fabienne, et Josué il a 4 ans, et nous, notre petite dernière, elle a 4 ans, donc forcément, tout de suite... On a été plus, alors même si on aurait très bien pu accueillir un enfant plus jeune, mais c'est vrai que... Oui, t'aurais peut-être eu envie de materner aussi. Oui, c'est sûr. Disons que si, ça m'aurait... Moi, j'adore les bébés dans tous les cas, j'adore les enfants. Maintenant, je trouvais que c'était assez intéressant pour nos enfants aussi de pouvoir échanger, etc. Et c'est puis, mais encore une fois, si ça avait été le petit Dany qui avait 2 ans, voilà, c'était tout aussi bien. Mais là, pour le coup, on a pu dire qu'on avait une petite préférence pour un enfant de l'âge, dans la tranche d'âge du nôtre, et ça a pu matcher. Après, est-ce que c'est le cas? Je pense que tu peux aussi dire que toi tu te sens pas forcément d'avoir un tout bébé. On a des copains qui ont été intéressés pour être famille d'accueil et qui eux n'ont pas d'enfants, par exemple, tu vois, et ils se voyaient pas, du coup ils se sentaient pas capables d'avoir cette responsabilité de s'occuper d'un tout petit bébé, sachant qu'ils étaient pas encore parents eux-mêmes, et du coup ils ont dit à l'asso, nous on préférerait quelqu'un d'un petit peu plus grand, et c'est tout à fait possible. Tu peux l'entendre aussi, je pense, dans la mesure du possible, disons, du coup. Alors, même pas dans la mesure du possible. En fait, on fait en sorte que l'âge corresponde aux besoins de la famille d'accueil et à l'envie, parce que l'idée, c'est quand même qu'on vive tous une super expérience. Donc, voilà, nous, on est hyper vigilants. Tu vois, là, on a le cas d'un enfant qui va arriver, on va dire pas en urgence, mais en mai.
On est en train de regarder pour quelle famille ce serait mieux. Et il a quel âge ce petit ? 6 mois. Ouais. Okay. Est-ce que tu choisis une famille qui est encore quasiment dans les couches ? Est-ce que tu prends une famille qui a des plus grands ? Donc non, on est très vigilant à trouver la bonne expérience pour tout le monde en fait. Et que tout soit le plus fluide possible, quitte aussi à le refaire quelques mois plus tard si tout se passe bien. Par contre, c'est difficile de trouver des familles pour les bébés. D'accord, oui. C'est pas les mêmes contraintes. Non, c'est pas les mêmes contraintes. Soit on n'a pas d'enfants et donc on veut pas commencer par un trop petit, ce qu'on entend. Et puis après, on a des personnes souvent qui sont en retraite, des jeunes retraités. Et là, ils se disent trop loin des couches. Ils n'ont pas eu de petits-enfants dans les dernières années. Ils se disent trop loin des couches pour s'y remettre. Ils n'ont pas forcément envie des nuits. Donc pour nous, c'est un vrai challenge de trouver des familles d'accueil qui acceptent des bébés. Le message est passé, chers auditeurs. Merci pour ces précisions. C'est super important, je trouve, de revenir sur les aspects un peu techniques de l'organisation. Et Fanny, tout à l'heure, tu disais que Mathieu s'était beaucoup posé de questions vis-à-vis de l'attachement de l'enfant, de son suivi. Et effectivement, on se dit, voilà, on a beaucoup donné à cet enfant pendant 2-3 mois. Il nous a aussi beaucoup donné. Les enfants s'y attachent si on en a. Et vient le moment où l'enfant repart dans son pays. Qu'est-ce que vous mettez en place, Fabienne, pour rendre la période moins compliquée pour la famille d'accueil et pour l'enfant ? Alors, ce qu'on met en place, c'est que déjà, nous, on est présents pour accompagner les familles au mieux dans cette période-là. On essaye de garder des nouvelles de l'enfant qu'on transmet à la famille. Donc, on conseille à date de ne pas avoir de lien direct avec la famille de l'enfant parce qu'on a eu quelques soucis, donc on préfère nous garder ce lien-là. Donc, on donne des nouvelles très, très régulièrement aux correspondants dans les pays qui, après, transmettent aux familles. On a la chance d'avoir des familles d'accueil qui nous envoient beaucoup de photos. Et donc, nous, on les envoie aux parents et c'est hyper rassurant de voir son enfant sourire, jouer, avoir de l'amour. Et donc, nous, on fait ce lien-là. Et ce qu'on demande aussi à la famille d'accueil à la fin, c'est d'écrire la petite histoire qu'elle a vécue avec cet enfant et puis de la partager dans un petit magazine qui est diffusé tous les 3 mois par l'association. Mais ce qu'on fait, on le sait au démarrage que c'est une mission de 2 mois, 2 mois et demi, qu'on est un super maillon de cette chaîne qui permet de sauver une vie. Édouard, là, c'est le cas le plus frappant. Le chirurgien a dit que sa vie, elle était encore de quelques semaines sans l'opération. Peut-être même pas 1 mois. Donc voilà, on sait pourquoi on est famille d'accueil, on sait que c'est temporaire, mais on s'attache forcément au bout de quelques minutes à l'enfant et puis ça va être difficile à la fin. Mais on est heureux de le voir retrouver sa famille et puis en bonne santé pour la suite de sa vie. Et justement, toi, par rapport à Ezer, est-ce que tu as souhaité garder contact avec lui ? On garde des liens réguliers. Toutes les semaines, j'ai soit une petite photo, soit un message. Ezer, c'est un peu particulier parce qu'il avait un ventricule unique. Et donc, il n'a fait qu'une partie de son opération globale. Donc, il doit revenir probablement en France pour se faire opérer définitivement. Donc c'est bien d'avoir des nouvelles parce qu'on sait que pour l'instant, sa vie, elle va jusque 4 ans, quoi. Voilà, 4-5 ans. Mais il doit se faire opérer pour pouvoir être adulte avant cette période-là. Donc on sait qu'il n'est pas totalement guéri. Okay. Donc on a besoin de prendre des nouvelles régulièrement de lui. Et puis il nous a fait déjà quelques moments compliqués où son pronostic vital a presque été engagé, on va dire. D'accord. Et est-ce qu'il va revenir se faire opérer en France, du coup ? Le chirurgien a envie de le réopérer, voilà. Donc on verra bien. T'aimerais bien le réaccueillir chez toi ? C'est une évidence. Évident, et d'ailleurs, on propose toujours, quand les enfants doivent revenir, on propose toujours à la famille qui a accueilli. Je voulais poser une question à laquelle je n'avais pas du tout pensé et une personne sur Instagram me l'a posée parce qu'elle a trouvé quand j'ai fait mon petit teasing avec qui j'allais échanger. Et elle me disait, moi j'ai une question qui me taraude, c'est peut-être bête, mais... est-ce que la famille d'accueil a des dépenses en dehors des dépenses du quotidien, les vêtements, l'alimentation, les loisirs, bref, tout ce qu'on dépense pour nos propres enfants finalement. Est-ce qu'il y a d'autres dépenses, par exemple, liées aux frais de santé ? Non, il n'y a pas de prise en charge des frais de santé par la famille. C'est nous qui prenons en charge avec le CHU. D'accord. Et il n'y a pas d'avance non plus à faire par la famille. Non, il n'y a pas d'avance.
C'est vraiment les frais du quotidien, comme tu dis, les vêtements, la nourriture, un peu le parking de l'hôpital. Mais franchement, même si vous devez aller chez le dentiste en tant que famille d'accueil, nous on est là, on rembourse les frais s'il y a vraiment besoin. On conseille de passer au maximum par le CHU, mais si c'est pas possible, très bien. C'est l'association qui prend en charge. Marie, tu as ta réponse donc. J'ai l'habitude de poser des questions récurrentes aux femmes que j'interviewe dans mon podcast, mais de manière assez logique, je ne pouvais pas vous poser ces questions-là. Donc je vais vous poser des questions centrées sur Enfance et Vie et vos expériences d'Enfance et Vie. Fabienne, je voulais savoir quel a été ton meilleur moment au sein d'Enfance et Vie. Alors, depuis que je suis coordinatrice, j'ai vécu un super moment qui était l'AG de l'association. Ils avaient mis en place la chaîne de solidarité. Donc, chaque maillon de cette fameuse chaîne de solidarité était présent. Donc, on a commencé par le correspondant du Burundi qui est venu en France, qui était là pour nous raconter quel était son quotidien en tant que correspondant, comment il sélectionnait les enfants, comment il accompagnait les familles aussi, tout l'accompagnement qu'ils font autour des familles. Après, on a Aviation sans frontières qui est venu pour nous expliquer quel était le rôle du bénévole qui accompagne l'enfant, comment ça se passe du pays d'origine à la France. Après, on a eu l'intervention donc, du fameux chirurgien, donc le docteur Soquet, qui est un homme formidable, qui a raconté en quoi faire venir ses enfants en France était important. Et le chiffre, pour moi, qui m'a le plus marqué, c'est que pour un enfant qui a une tétralogie de Fallot, donc c'est une des cardiopathies qui est assez répandue, en Afrique, le taux de survie à 2 ans est de 15%. En France, on est autour de 98, quasi 100%. Donc voilà, c'est marquant quand même quand on entend ces chiffres-là. Le professeur du service est également intervenu. Et puis mon mari et moi, on a fait une intervention pour témoigner de notre rôle de famille d'accueil. Et on est allé jusqu'au bout, puisqu'on a un enfant qui a grandi et qui est venu aussi témoigner de ce qu'il se souvenait de son opération il y a 15 ans ou 20 ans. Voilà, et puis on a eu d'autres témoignages d'enfants qui a raconté que rien que monter dans un ascenseur à Charles de Gaulle, c'était waouh. Donc ça, c'était un moment hyper fort. Voilà, j'ai pleuré à la 2e slide. Oui, parce que tu as vu tous les maillons de l'association qui étaient réunis autour. Parce que moi, quand tu me dis mon meilleur moment, c'est l'Assemblée Générale, je me dis bon, non. Vraiment. Et en fait, on comprend que le fait de mettre en lumière tous ces maillons aussi importants les uns que les autres, ça a été un moment très fort, quoi. Ouais. Merci. Fanny, est-ce que tu peux nous confier ton meilleur souvenir dans cette aventure de famille d'accueil? On est à la phase 2 là, de la famille d'accueil pour nous, vu que on a eu l'avant-opération, l'opération qui est maintenant là. Donc ça fait que 15 jours qu'on a Josué à la maison, mais pourtant c'est difficile d'en choisir un. Parce que voilà, il est super attachant. C'est quoi la rencontre avec les enfants et tout de suite de voir la complicité nette, c'est la fierté de voir mes enfants parler de Josué à l'école et du coup quand on va à l'école avec Josué, ah mais c'est lui Josué, parce qu'on se rend compte qu'en fait ils en parlent à tout le monde sait qu'il y a Josué chez nous en ce moment au club de sport, c'est ça, à l'école, au club de sport, n'importe où. Après Josué s'est beaucoup aussi attaché à nous, je pense. Alors faut savoir que il a 4 ans, donc il répète ce que nos enfants disent aussi. Donc du coup, Josué, pour plus de simplicité, il nous appelle Papa Matt ou Mama Fanny ou Mama. Donc voilà, c'est pas du tout parce qu'il oublie ses parents, c'est parce que voilà, il entend nos enfants nous appeler papa, maman. Pour lui, c'est nature. Enfin voilà, c'est nos prénoms quoi. Et ouais, c'est ça. Mais c'est pas qu'il oublie ses parents, c'est que voilà, c'est comme ça. Et puis tu peux décemment pas lui dire appelle-moi Fanny, alors que les autres enfants de la maison t'appellent maman, quoi. Ben non, et puis, non, voilà, c'est ça. Et puis je pense que je pense qu'il y a aucune offense, à ses parents, c'est juste que c'est comme ça, c'est dans le contexte, c'est comme ça. Et du coup, je sais qu'ils sont très pudiques au Burundi, se disent pas forcément de ce que j'ai pu entendre et pu lire, des mots d'amour, etc. C'est pas dans leur culture, de ce que j'ai compris. Et nous, par contre, chez nous, effectivement, c'est quelque chose qu'on dit tous les jours à la maison, à nos enfants, etc. Et du coup, c'est quand effectivement Josué, du coup, dans sa petite langue, nous dit
Ndagu Kunda, ce qui veut dire je t'aime, du coup en Kirundi, et il nous serre fort dans ses bras et on trouve ça trop mignon parce que, enfin voilà, c'est effectivement, tu parlais de larmes tout à l'heure, Fabienne, bah moi j'ai eu forcément les yeux mouillés de l'entendre, de l'entendre te dire ça et te prendre dans les bras, et tu sais que bah du coup là en ce moment il vit une parenthèse. C'est une parenthèse parce qu'on parlait tout à l'heure de la difficulté de le voir partir. Nous on n'y est pas encore, mais on y pense déjà, et c'est une difficulté. Après on est là, on sait qu'on est là pour lui permettre de continuer sa vie, parce que c'est ce que Fabienne disait, les chiffres tout à l'heure étaient assez parlants. Donc quand à l'hôpital ils nous ont dit Josué est déjà âgé pour pour Fallot en fait, et ça te fait un peu, et il dit il a 4 ans, c'est un peu un électrochoc d'entendre ce genre de choses, mais du coup effectivement tu te dis que tu lui offres la possibilité d'être opéré, en tout cas d'avoir un cocon quand il se fait opérer, et que c'est une parenthèse pour lui, c'est une parenthèse pour toi. Il sera forcément, on pensera toujours à lui, il a marqué notre famille, mais on sait aussi, ce que je discutais avec Fabienne hier, on sait que derrière aussi, égoïstement, on aurait envie qu'il reste le plus longtemps possible, qu'il reste jusqu'au bout, voilà, les 3 mois. Après, on sait aussi qu'il a un papa, une maman, un petit frère et une petite sœur qui l'attendent là-bas, donc voilà. Donc il y a plein de souvenirs pour l'instant, et la découverte de la douche où il est trop heureux, il va même sous la douche habillé parce que il trouve ça merveilleux d'avoir de l'eau qui coule comme ça, essayer d'allumer mon miroir avec une télécommande. Enfin, il y a plein de choses, la découverte quand il goûte quelque chose de nouveau, où t'as l'impression de lui avoir offert la lune. Il y a plein de choses qui sont attendrissantes et qui sont touchantes, et puis de voir que chaque jour il se rapproche de nous. Moi je pense qu'on a réussi c'était le bon petit garçon aussi pour notre tribu, et je pense qu'on était plutôt une bonne famille pour lui aussi. Ça matche bien entre nous. Ça s'entend qu'il y a un réel attachement déjà à ce petit, et qu'il y a une espèce de cohésion dans votre famille autour de ce petit, qui est devenu une partie prenante, temporaire certes, mais partie prenante de votre famille. C'est vraiment magnifique. Ça a été quoi sa plus grande découverte, Fanny ? Plein de choses. La porte automatique chez le médecin qui s'ouvre, et où le premier réflexe c'est de mettre un coup de pied dedans parce qu'il est surpris. Les animaux aussi. Alors nous, c'est ce que je te disais au tout début, on a 3 chats et un chien, et en fait chez eux c'est pas des animaux de compagnie. Enfin et du coup il avait une peur bleue de nos chats et de notre chien. Dès qu'il voyait notre chien arriver, il hurlait, il montait sur la table, tu sentais son cœur s'emballer et tout. On a dit oh là là, ça va jamais. Les chats en 24 heures c'était réglé. Voilà, ça le faisait rire d'aller les caresser, c'était réglé. Alors qu'avant il leur crachait dessus parce que voilà, c'était comme ça. Et le chien, on s'est dit ça marchera jamais. Et finalement, maintenant, tu vois, avec ses 10 petits kilos, il monte sur notre Golden Retriever, il le prend pour un poney, il lui fait des gros câlins, il lui fait des bisous. Et du coup, les animaux aussi, ça a été une belle découverte, parce que du coup, son rapport, je pense, alors ça peut être étrange quand il va rentrer chez lui, parce que ça va être le seul à pas les chasser peut-être, mais oui. Mais voilà, il y a plein de découvertes pour lui, tout est source de découvertes. Je te disais, la douche, tous les jours il réclame pour aller à la douche le matin et le soir parce qu'il adore ça. Il est même allé se laver tout habillé une fois parce qu'il était trop pressé d'aller sous la douche. Enfin, tout est mignon parce que tout est sujet à découverte. Et puis aussi, à côté de ça, tu te prends une claque aussi en pleine figure en disant et nous à côté, c'est vrai que nos enfants ont tout, et on se rend pas forcément compte de la chance qu'on a d'avoir accès à tout ça. Et c'est rigolo parce que le moindre petit truc lui fait hyper plaisir. Il dit tout de suite merci. Alors il dit pas merci beaucoup, il dit merci Kobu. Et je trouve ça trop mignon, alors je le reprends pas parce que je trouve ça trop mignon, alors je le laisse dire merci Kobu tout le temps. Et voilà, et tu vois qu'il est émerveillé pour tout, et c'est super chouette. Et après son opération, je pense que ça sera la mer. La mer, aller voir la mer. Sa plus grande découverte, je pense que ça va lui faire tout bizarre. Effectivement, je pense que ça va être un beau moment encore. Ouais, les enfants du Burundi ne connaissent pas la C'est mer, ça. et tous ceux qui sont allés voir la mer, les familles d'accueil, racontent que ça a été vraiment la grande découverte. Justement, Fabienne, est-ce que tu peux nous dire quel est le plus gros challenge d'Enfance et Vie aujourd'hui et le meilleur moyen de vous aider ? Alors, on a 2 gros challenges. Le premier, c'est bien évidemment d'avoir des fonds pour financer les opérations.
Et le deuxième, c'est de trouver des familles d'accueil parce que on est une petite asso, on n'a que des bénévoles, donc on n'a personne en charge vraiment de la communication. Donc on le fait via Instagram, on a fait la Voix du Nord, etc. Et c'est difficile d'avoir suffisamment de familles d'accueil en réserve pour les enfants. Parce que ça peut arriver que même si on a toute l'année 2023 qui est dessinée, préparée, on va avoir une famille, comme ça nous est arrivé l'année dernière, qui 4 jours avant l'arrivée de la petite puce qui avait 3 ans, nous a dit, voilà, je suis hospitalisée. Donc je n'accueillerai pas la puce, Adjoura. Et donc, il a fallu trouver une famille d'accueil en urgence. Et puis tout ce qui va avec, les vêtements, le matériel. Et donc, on a toujours besoin d'avoir des familles d'accueil disponibles. Pas forcément immédiatement comme dans ce cas-là, mais au moins avoir suffisamment de familles pour se dire, on en a une dizaine, une quinzaine qu'on peut solliciter si on a besoin. Et puis, qui sont OK aussi pour l'année prochaine. Ou parfois, certaines nous disent, moi, pas cette année, mais peut-être que dans 2 ans, je pourrais être famille d'accueil. Donc ça, c'est un gros challenge d'avoir des familles d'accueil en plus des fonds, parce que forcément, on finance une partie de l'opération, on finance le billet d'avion aller-retour de l'enfant, les frais médicaux s'il y a besoin en plus. Donc oui, on a besoin de fonds. Donc c'est des dons, on peut faire des dons qui sont soumis à déduction fiscale. Oui, c'est ça, qui sont soumis à C'est important de le préciser aussi. Ouais, tu as raison, qui sont soumis à déduction fiscale. Ça peut se faire en ligne sur notre site internet, via des chèques, des virements, tout est disponible sur le site internet de l'association. En devenant famille d'accueil, avec plaisir pour rencontrer toutes les familles d'accueil qui se posent plein de questions et qui ont envie mais qui ne savent pas comment faire, qui ont besoin d'en savoir plus. On a souvent la question d'ailleurs de la responsabilité. Quelle est la responsabilité d'une famille d'accueil ? Je crois que c'est Mathieu qui l'avait posé aussi. Oui. La responsabilité, elle est déléguée à l'association et au CHU. Donc, il n'y a aucune décision médicale qui est prise par la famille d'accueil. C'est important parce que parfois, il y a des grosses décisions à prendre. C'est arrivé avec Ezer. Ils ont voulu... ils ont réfléchi à lui enlever 2 lobes des poumons, en plus de son opération cardiaque. C'est pas nous qui avons pris la décision. Nous, on a été là pour chouchouter Ezer dans toute cette période, mais jamais on nous a posé cette question-là, et je pense que c'est important de le savoir. Il n'y a pas de responsabilité. Donc, comment nous aider ? Les dons, en devenant famille d'accueil, en parlant de nous, parce qu'on a une petite communauté encore sur les réseaux sociaux. Fanny nous aide à aller chercher... Des nouveaux followers, mais on cherche à étendre cette communauté qui nous suit sur les réseaux. Tu parlais de responsabilité. Je suppose que un enfant qui est dans une famille d'accueil peut avoir potentiellement un malaise cardiaque, des soins à apporter, des soins urgents. Est-ce que les familles d'accueil sont briefées aussi là-dessus ? Alors, y a un chiffre que je voudrais te donner parce que on en parle quand même quand on voit les familles. C'est que déjà, il faut savoir que depuis 2006, on n'a eu aucun décès en France. D'accord, ok. Donc on a eu le cas d'une petite pitchounette qui est arrivée en France pour se faire soigner et auquel on a détecté une pathologie trop compliquée à opérer. D'ailleurs, les médecins ont expliqué à l'association qu'en France, c'est une malformation qu'on voit in utero. D'accord. Et on conseille aux familles de faire un avortement thérapeutique parce qu'on n'a aucune solution pour ces enfants-là. Okay. Et donc cette petite fille, elle est rentrée dans son pays et elle est décédée quelques mois plus tard dans son pays. Mais en France, sur les 220 enfants opérés, il y a eu 5 décès qui ont eu lieu avant 2006. Les technologies aussi ont pas mal bougé donc, bien sûr. Dans les pays. Et donc aujourd'hui, on a des dossiers qui sont de meilleure qualité qu'à l'époque. En revanche, quand l'enfant arrive, très vite, on a une journée à l'hôpital. Et sur cette journée-là, les médecins prennent le temps de bien expliquer la pathologie de l'enfant et de discuter des choses qui pourraient arriver et sur lesquelles il faut être vigilant et puis se rapprocher du CHU en cas de souci. Ce qui nous est jamais arrivé. Okay. Mais on peut le dire, Fanny pourra le dire aussi, mais on a une équipe médicale à l'Institut Cœur-Poumon qui est extraordinaire.
Et moi, un des souvenirs le plus marquant, c'est un cardiopédiatre qui vient m'expliquer la pathologie des airs, la deuxième pathologie, qui était plutôt pulmonaire cette fois-ci. J'étais en train de jouer avec Ezer sur un tapis de jeu par terre, et qui s'assoit à côté de moi sur le tapis de jeu, et qui prend un papier, un crayon, et qui prend le temps de me faire un dessin de ce qui se passe, pourquoi c'est grave, pourquoi il faudra peut-être le réopérer, de prendre le temps de vérifier que j'ai bien compris, de savoir comment je vais après tout ça comme information. Moi, je ne m'attendais pas à découvrir ça dans le milieu hospitalier, vraiment, parce qu'ils courent partout. Merci à eux. Ouais, merci à eux. On va glisser tout doucement vers la fin de cette interview, et tu as précisé, Fabienne, que vous étiez en besoin de dons, bien évidemment, mais aussi de familles d'accueil, et aussi qu'un max de personnes parlent d'Enfants Sévis, de vos actions à tout le monde. Voilà, c'est hyper important. Fanny, est-ce que tu pourrais nous transmettre le message que tu voudrais transmettre à toutes les personnes qui pensent à devenir famille d'accueil, mais qui n'osent pas passer à l'action? Je sais, c'est une question sympathique. Question, ça. Et ben d'y aller, parce que c'est juste humainement, émotionnellement, c'est juste extraordinaire. Encore une fois, on est, comme Fabienne le disait, on n'est pas seul. On n'est pas seul parce que déjà il y a une super équipe qui est Enfants Sévis, de bénévoles qui peuvent aussi prendre le relais, parce que nous on avait des impératifs aussi avant de savoir que Josué arriverait à cette date-là, qu'on ne pouvait pas bouger, et tout de suite Fabienne a dit si vous n'avez pas l'opportunité d'emmener Josué ou de pouvoir déplacer, reporter, etc., et que vous n'avez personne pour garder Josué, et ben nous on est aussi là pour ça. On pourra trouver une solution ensemble. Donc ça c'est quand même hyper rassurant de savoir qu'on a l'association qui est derrière, qui prend des nouvelles, elle nous a jamais lâchés, on a toujours eu toutes les informations, donc hyper rassurant sur ce côté-là. Après l'équipe médicale, comme le disait Fabienne, juste formidable. Moi c'est pareil, à chaque fois j'ai vu plusieurs médecins qui ont pris le temps, que ce soit le cardio qui est venu plusieurs fois dans la chambre, me demander si j'avais des questions, comment on se sentait, comment ça allait Josué, ou même les infirmières qui sont juste exceptionnelles, qui prennent le temps au téléphone de répondre à toutes les questions qu'on a. On peut les appeler n'importe quand, elles nous laissent le numéro, si on a la moindre question on peut les joindre. Et donc et puis finalement il y a nous, la famille d'accueil, il y a tous les gens qui gravitent autour. Ça va être les copains des enfants à l'école dont les parents vont finalement rejoindre le mouvement en rapportant des petits vêtements, en demandant si Josué a besoin de quelque chose. Ça va être la famille, notre famille à nous, qui va aussi s'intégrer à ce projet en prenant des nouvelles, en venant voir Josué. Et finalement, c'est nous principalement avec Josué, l'équipe médicale et Enfants Sévis, mais il y a aussi tout le monde derrière qui a un soutien. Et finalement, on n'est jamais seul. Et c'est juste... pour moi, si on me disait « Est-ce que tu veux le refaire ?» Ça serait... Même si on n'est qu'au début, et peut-être que ça sera galère après l'opération, parce qu'il aura des douleurs et que ça sera plus compliqué. Mais clairement, rien que pour les 15 jours qu'on vient de passer, je re-signe à 100% et avec grand plaisir. Et même si j'aurais un petit peu mal, j'aurais mal au cœur, et je vais pas dire un petit peu parce que c'est pas vrai, j'aurais mal au cœur le jour où il faudra le raccompagner à l'aéroport, et ben je sais que c'était juste une parenthèse extraordinaire, et je pense que tout le monde devrait peut-être avoir la chance de ressentir ça une fois dans son parcours, quand il le sent dans son parcours de vie. Voilà, j'ai été longue, hein. C'était plus un petit mot du coup. Non, je suis sans voix. Et c'est pas souvent que ça arrive. Moi, je dis souvent, préparez-vous à l'ascenseur émotionnel. Parce qu'il y a des moments merveilleux qu'on passe, qu'on découvre. T'en as cité plein, Fanny. C'est vrai que c'est des moments de joie, de les voir découvrir tout, de les voir s'attacher aux enfants, de voir la réaction de nos enfants. C'est hyper fort. Et puis, il y a aussi ces moments où on est là pour accompagner un enfant malade. Donc c'est l'ascenseur émotionnel. Voilà. Mais c'est une telle aventure. Je trouve que c'est une merveilleuse façon de terminer cet épisode de podcast. Je tiens vraiment à vous remercier pour toute la transparence et toute l'honnêteté de vos propos. On sent que ça vous prend aux tripes. On sent aussi que vous n'êtes pas là pour
pour dire que tout est merveilleux et qu'effectivement c'est une aventure humaine extraordinaire, et qui dit aventure humaine dit aussi moments plus difficiles que d'autres, mais moments aussi extraordinaires et inoubliables. Donc vraiment merci pour ça. Fanny, est-ce que tu as eu des nouvelles de l'opération par hasard de Josué? Ça devrait plus tarder. Non, j'ai mon téléphone à côté de moi, mais toujours pas. Même si on sait, on nous a préparé, et l'asso a été top aussi pour ça, parce qu'elle nous a aussi préparé à voilà, comment il va être après l'opération, Ouais. parce qu'il y a c'est quand même une opération lourde, donc C'est le moment fort de l'accueil. Hein. ça prend aux tripes, mais on a quand même envie de pouvoir être là, même si il a des médicaments et qu'il n'est pas réveillé, on a envie de le voir et de voir que tout va bien. Bien sûr. Mille merci, mesdames. Merci à toi. Bonne continuation. Merci à toi de nous avoir reçus. Écoute, avec grand plaisir. Bonne continuation dans ces merveilleux projets. Fanny, plein de bonnes choses pour la suite de l'aventure également avec Josué. Fabienne, merci pour tous ces éléments. Et puis, on se tient au courant pour la suite. Voilà, cet épisode un peu spécial touche à sa fin. J'en profite pour remercier à nouveau Fabienne et Fanny d'Enfance et Vie, et vous encourage à le partager à toutes celles et ceux qui pourraient être touchés par les actions que mène l'association. Rendez-vous dans la description de cet épisode et sur mes réseaux sociaux pour découvrir plus précisément les liens et infos utiles d'Enfance et Vie, et bien sûr y contribuer. Je vous encourage également à visiter le site web du Podcaston pour découvrir les autres associations choisies par les podcasteuses et podcasteurs participant à l'opération. Ça se passe sur www.podcaston.org. On compte sur vous. J'en profite également pour embrasser mes amis Alex et Amélie qui accompagnent leur bébé Isia dans la guérison de son petit cœur. Vous êtes incroyablement forts les copains, on vous aime. À bientôt et la bise.